Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Je vous propose de continuer le niveau B1 avec la leçon 24. Dans cette leçon, nous allons découvrir ensemble le système scolaire français. Je voudrais vous expliquer comment ça se passe en France. Principalement, pour aujourd'hui, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Il est très important de savoir qu'en France, l'école est laïque, gratuite et obligatoire. C'est la base essentielle. Qu'est-ce que cela signifie? L'école est laïque. Ça signifie qu'il n'y a pas d'enseignement religieux au sein de l'école. L'école est neutre. Elle ne va pas encourager les enfants à croire ou à ne pas croire. Les enfants sont libres donc de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Pour la laïcité, donc pas d'enseignement religieux. L'école est gratuite. Il est très important de donner la possibilité à tous les enfants résidant en France de pouvoir aller à l'école gratuitement. Ce qui signifie que les parents ne vont pas payer l'école. L'école est gratuite. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription pour l'école publique. Nous verrons après qu'il existe des écoles privées. Donc, pour l'école publique, celle-ci est gratuite. Bien sûr, la gratuité concerne seulement l'école. Les parents vont devoir payer la cantine si les enfants mangent à l'école, mais également la garderie si les enfants ont besoin de rester après l'école ou d'arriver plus tôt à l'école. On appelle ça le périscolaire. Donc là, les parents vont devoir payer tout ce qui concerne le périscolaire. Je note la cantine pour le repas du midi et également la garderie. Ces services sont payants. L'école est gratuite, l'enseignement, le temps passé avec les professeurs, mais par contre, ce qui concerne avant l'école ou pendant la pause du déjeuner ou après l'école, ces services-là sont payants. Enfin, l'école est obligatoire. En France, les enfants sont obligés d'aller à l'école dès 3 ans. Donc, l'école est obligatoire de 3 ans jusqu'à 16 ans. Il faut savoir que cette tranche d'âge est très récente, puisque l'obligation scolaire des 3 ans date seulement depuis la rentrée 2019. Avant 2019, les enfants devaient aller à l'école de manière obligatoire à partir de 6 ans. Depuis 2019, ça a changé, c'est 3 ans. Donc, de 3 ans à 16 ans, les enfants doivent aller à l'école. Ce qui signifie qu'avant 16 ans, un enfant ne peut pas travailler, puisqu'il est dans l'obligation d'aller à l'école. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Par contre, à 16 ans, un enfant pourrait travailler, peut-être, s'il trouve, mais s'il ne travaille pas, il ne peut pas arrêter l'école facilement. C'est-à-dire qu'il doit être dans l'obligation de formation. Un enfant doit être dans l'obligation de formation de 16 ans jusqu'à 18 ans. Pourquoi? Parce que c'est pour lutter contre les échecs, contre le décrochage. Non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Un enfant qui a 16 ans a le droit de choisir d'arrêter l'école ou de continuer l'école. S'il arrête l'école, il ne peut pas rester sans rien faire. Il est dans l'obligation de poursuivre à faire quelque chose, soit à travailler, soit à trouver une formation. C'est un nouveau plan français qui est l'obligation de formation
obligation de formation pour les 16-18 ans. Je vous ai imprimé un document que je vous montrerai après et sur ce document, je vous ai préparé quelques questions de compréhension écrite. Maintenant, je reviens sur mes termes. Donc l'école laïque, gratuite et obligatoire, il s'agit des écoles publiques. En parallèle, il existe des écoles privées. Les écoles privées sont payantes, contrairement aux écoles publiques qui sont gratuites. Donc les écoles privées sont payantes et par contre, elles peuvent avoir aussi un enseignement religieux. Il peut y avoir des écoles catholiques, des écoles musulmanes, des écoles protestantes. Voici, donc dans ces écoles, les professeurs peuvent donner un enseignement religieux. Dans ces écoles, vous aurez également les services périscolaires, donc la cantine et la garderie, qui seront payants aussi en plus des frais de scolarité. Je vais maintenant m'arrêter sur l'enseignement primaire. L'enseignement primaire se divise en deux écoles. Nous avons en premier l'école maternelle. Je vous avais dit que l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Donc, les enfants à 3 ans vont entrer à l'école maternelle. Donc, cette école est normalement pour les enfants de 3 à 5 ans. Ensuite, nous avons l'école élémentaire. Si une école comprend l'école maternelle et l'école élémentaire, nous allons l'appeler école primaire. L'école élémentaire commence donc à 6 ans jusqu'à à peu près 10 ans. Quelles sont les classes de ces écoles? Donc, dans l'école maternelle, nous avons la petite section, la moyenne section et la grande section. Donc, PS, MS, JS. Petite, moyenne, grande. Et à chaque fois, section. Petite section, moyenne section, grande section. Dans cette école-là, l'enseignant va s'appeler maître ou maîtresse, professeur aussi bien masculin que féminin, mais aussi instituteur, institutrice. Maître, maîtresse, professeur, avec un E pour le féminin, instituteur, institutrice, enseignant, enseignante. E pour le féminin. Voici les noms donnés aux professeurs. Maintenant, l'école élémentaire. L'école élémentaire, je vous avais donc dit, de 6 ans jusqu'à 10 ans. Quelles sont les classes de l'école élémentaire? Nous avons le CP, cours préparatoire, dans lequel les enfants vont apprendre à lire, à écrire. Ensuite, nous avons le CE1 et le CE2, cours élémentaire 1 ou cours élémentaire 2. Et ensuite, CM1 et CM2. CM1, CM2, cours moyen 1, cours moyen 2. Voici pour le système de l'enseignement primaire. Les professeurs dans ces écoles-là ont un programme à suivre et le programme est imposé par l'éducation nationale. Les professeurs ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que cela permet
à tous les enfants de travailler la même chose. Si un enfant habite à Marseille, à Paris, à Lyon, à Lille, il va apprendre la même chose. Ainsi, les enfants vont avoir les mêmes connaissances. Bien sûr, l'apprentissage peut être différent en fonction des enfants. Mais dans tous les cas, ce que l'on propose aux enfants est le même. Maintenant, quand l'école primaire est terminée, les enfants passent dans le secondaire. Et le secondaire va être divisé entre le collège et le lycée. J'efface mon tableau et je vous montre la suite. Parlons maintenant de l'enseignement secondaire. Arrêtons-nous sur le collège. Donc, les enfants vont au collège quand ils ont entre 11 ans et 14 ans. Ensuite, ils iront au lycée entre 15 ans et 17-18 ans. Quelles sont les classes du collège? Donc, nous avons terminé l'école primaire avec la classe du CM1 et nous continuons au collège avec la 6e, la 6e, la 5e, la 4e et enfin la 3e. Le collège se termine par la classe de 3e. Information importante pour ces différentes classes. Quand l'élève va entrer au collège, donc en 6e, dans le premier niveau, il va choisir une langue étrangère. Première langue étrangère. On appelle ça une langue vivante. Ensuite, quand il sera en 5e, il va choisir une deuxième langue étrangère. Deuxième langue étrangère. Le choix de cette deuxième langue, en fait, les collèges vont proposer des langues en fonction de leur situation géographique. Si je suis dans le sud de la France, par exemple à Nice ou à Cannes, où je suis proche de la frontière italienne, les élèves pourront choisir en deuxième langue, l'italien. Si je suis dans le nord de la France ou dans l'est comme à Strasbourg, là sera proposé l'allemand en deuxième langue. Bien sûr, la langue anglaise est tout le temps proposée en première langue et en deuxième langue. Donc voici pour la 6e et la 5e, chose importante. Et enfin, la dernière classe, qui est la 3e, est une année importante. Pourquoi? Parce que dans cette année-là, à la fin, les élèves vont passer un examen. Et cet examen s'appelle le brevet des collèges. Ils vont passer un examen, le brevet des collèges. Le brevet des collèges est très important puisque ça sera la première fois où les élèves seront en condition d'examen. Maintenant, je vous avais dit que l'année de 3e est très importante. Pourquoi? Parce que pendant cette année-là, les élèves vont choisir leur orientation. Ils vont devoir choisir ce qu'ils vont faire après la 3e. Donc, choix de l'orientation. Est-ce qu'ils aiment l'école, les études, étudier, ou non, pas trop, ils sont plutôt manuels, ils préfèrent apprendre un métier rapidement. Donc cette année-là sera très importante. D'ailleurs, au sein du collège, les élèves peuvent aller voir une personne. Cette personne s'appelle la conseillère d'orientation. La conseillère d'orientation va pouvoir les guider, les diriger. Son travail est de proposer, déjà de faire un test avec les élèves pour savoir ce qu'ils aiment faire, les domaines qui les attirent, qui les intéressent, et ensuite de voir aussi ce qui est possible de faire
en fonction de la situation géographique, c'est-à-dire en fonction du lieu où ils habitent, pour voir ce qui est possible de faire autour de leur lieu d'habitation, dans les lycées aux environs. Maintenant, le collège est terminé. Les élèves, les enfants vont passer au lycée. Il existe plusieurs possibilités pour le lycée. Donc déjà, première chose, il existe 3 domaines, le lycée professionnel, technologique et général. Le lycée professionnel, le lycée technologique et le lycée général. Quelle est la différence entre ces 3 lycées? Dans le lycée professionnel, nous entendons profession, c'est-à-dire que ce lycée va permettre aux élèves de préparer un métier, de se former à une profession. 2 formations sont possibles, soit une formation courte, c'est-à-dire que les élèves vont aller au lycée professionnel pendant 2 ans. À la fin de ces 2 années, ils vont passer un examen qui est le CAP. Donc, 2 ans, ils peuvent passer le CAP. J'efface un peu le tableau pour vous expliquer. Donc, le CAP signifie certificat d'aptitude professionnelle. Certificat d'aptitude professionnelle. Imaginons que l'élève est intéressé par une formation qui se fait par contre en 3 ans avec un baccalauréat. Donc là, ici, dans ce lycée professionnel, il peut choisir d'aller en bac pro. On dira bac pro. Bac pro, c'est en 3 ans. Il pourra ainsi se spécialiser directement, apprendre un métier. Maintenant, si l'élève a terminé le CAP et qu'il souhaite continuer ses études, il peut intégrer un bac professionnel. Par contre, il devra continuer encore 2 ans. Si il a terminé le CAP et qu'il veut reprendre un bac, il devra faire encore 2 ans. Ce qui signifie qu'il aura été au lycée professionnel pendant 4 ans. Mais à la fin, il aura obtenu 2 diplômes, un CAP et un baccalauréat. Il faut savoir que le niveau CAP, c'est l'équivalent du niveau B1 pour ceux qui souhaitent avoir la nationalité française. Ils peuvent donner à la préfecture soit un DELF, un TCF de niveau B1, mais également un CAP. Maintenant, si l'élève souhaite continuer ses études, il va plutôt s'orienter sur un lycée technologique ou général. S'il choisit une filière technologique, ça signifie qu'après son bac, il continuera en école supérieure encore 2 ans. Par contre, s'il choisit une filière générale, il continuera 5 ans, au moins 5 ans pour après le baccalauréat. En termes d'organisation, de gestion, le lycée technologique et général sont souvent dans le même établissement. Par contre, le lycée professionnel est souvent dans un établissement à part. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à la fin du lycée, de manière générale, les élèves passeront un examen très important qui est le baccalauréat. Le baccalauréat, déjà définit des compétences, mais surtout permet d'accéder à l'enseignement supérieur, de pouvoir aller à l'université et également prétendre à passer des concours, entrer dans des grandes écoles. Donc, le baccalauréat, souvent dit bac. Si l'enfant réussit son bac, il va dire j'ai
j'ai eu mon bac. S'il échoue, il va dire j'ai raté mon bac. Donc, j'ai eu mon bac, j'ai raté mon bac. Si l'élève rate son bac, il a la possibilité de recommencer et de refaire encore une année au lycée. Maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui a arrêté les études, qui a peut-être eu un CAP ou rien du tout, et souhaite à un moment donné retourner à l'université. C'est possible. Il existe un diplôme qui est l'équivalence du baccalauréat et qui est proposé aux personnes qui ont plus de 20 ans, voire plus de 24 ans. Ce diplôme s'appelle le DAEU. Je vous écris au tableau ce que cela signifie. Donc j'efface un petit peu rapidement et je vous écris le nom du diplôme. Donc je vous ai dit DAEU, qui est l'équivalence du baccalauréat. Ce diplôme va permettre, une fois adulte, d'accéder à l'université. Il signifie diplôme d'accès aux études universitaires. Il y a deux filières possibles, une filière littéraire ou une filière scientifique. On peut choisir en fonction de ses capacités pour préparer ce diplôme. Donc ce diplôme se fait en un an. Une fois ce diplôme obtenu, il est possible de candidater, de continuer ses études à l'université. Maintenant, si je parle d'une personne étrangère qui s'est installée en France, qui a été à l'université dans son pays d'origine et qui a obtenu des diplômes, il est possible de faire reconnaître ces diplômes. Pour cela, un organisme propose d'attester du niveau de la personne et le centre s'appelle le centre Enignarik. Vous pouvez regarder sur internet Enignarik France et vous trouverez les démarches pour pouvoir vérifier déjà que votre diplôme peut être valorisé, peut être reconnu en France si vous souhaitez reprendre des études ou si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi. Ce centre-là vous donnera une attestation d'équivalence pour à peu près comparer justement le diplôme que vous avez obtenu dans votre pays et ce à quoi il correspond avec le diplôme français. Et ainsi vous aurez une attestation. Je voudrais reprendre avec vous maintenant le fonctionnement du système, comment ça se passe à l'école, aussi bien au collège que au lycée, par rapport aux élèves, au fonctionnement, aux matières. Au collège et au lycée, les professeurs peuvent vérifier des connaissances des élèves à travers des évaluations. Les évaluations peuvent être nommées de différentes façons. Les élèves peuvent avoir soit une interrogation, souvent appelée interro, juste le professeur ou l'élève va dire j'ai une interro aujourd'hui. Également un contrôle, un DS, un DM. Alors pour vous expliquer ce que c'est DS et DM, DS c'est un devoir surveillé. Donc à la place du cours, imaginons que l'élève a un cours de maths pendant 1 heure, à la place d'avoir cours, il va avoir un contrôle, une évaluation pendant 1 heure. Et surveillé par le professeur. C'est pour ça qu'on dit devoir surveiller. Par contre, souvent,
les élèves peuvent avoir chaque semaine un DM à faire, c'est-à-dire un devoir maison. Devoir maison. Donc là, pareil, souvent c'est en mathématiques. Ça permet de travailler, de revoir un petit peu ce qui est vu en classe et de vérifier justement des connaissances des élèves pour voir si c'est acquis ou non. Donc voici les différentes manières de parler d'évaluation. Les élèves peuvent également aussi avoir à faire un exposé. Donc là, l'exposé va permettre de présenter un travail qu'ils auront préparé à l'oral. Donc un travail présenté devant toute la classe et le professeur. Les exposés peuvent permettre également de s'affermir, de pouvoir travailler son expression orale et apprendre aussi à parler en public devant une classe. Toutes ces évaluations, aussi bien les interros, les contrôles, les DSDM et exposés, vont être notées. Il va y avoir des notes pour ces évaluations. Et les notes vont amener à une moyenne. Chaque trimestre, les élèves vont recevoir un bulletin de notes. Dans ce bulletin sera écrit les moyennes pour chaque matière, mais également les appréciations des professeurs. Pour vous donner un exemple, j'ai pris le bulletin de ma fille. Je vais vous montrer et nous allons regarder ensemble ce que nous pouvons trouver dessus. Donc, ma fille Elisea est au collège en 4e. Voici son bulletin du collège. Donc vous pouvez ici voir le nom de l'école, là les informations qui concernent normalement ma fille, et vous avez bien bulletin du 2e trimestre. Il faut savoir que le collège et le lycée sont divisés en 3 périodes, 3 trimestres. Donc nous avons sur ce document, ici à gauche, la liste des matières et le nom du professeur. Bien sûr, j'ai mis du correcteur afin que vous ne puissiez pas voir le nom des professeurs de ma fille. Donc ici, vous avez donc la matière, par exemple physique, chimie et le nom du professeur. Ici, c'est écrit T1, ça signifie trimestre 1, donc les moyennes de ma fille pour le premier trimestre. Ensuite, nous avons la moyenne du trimestre 2, plusieurs colonnes. L'élève, ce sera les informations concernant ma fille. Ensuite, on a la moyenne de la classe, ici. La plus petite moyenne dans la matière et la plus haute moyenne dans la matière. Nous avons dans cette autre colonne les éléments du programme, ce qui est travaillé en classe, et surtout ce qui est important pour moi, c'est les appréciations. Donc les appréciations, chaque professeur va noter ce qu'il pense du travail de ma fille. Donc si je regarde par exemple, je vais prendre, donc voici les différentes matières. Nous avons physique, chimie, sciences, vie et de la Terre, donc sciences de la vie, la Terre, SVT, éducation musicale, la technologie, les mathématiques, éducation physique et sportive, donc EPS, encore une fois 2 fois EPS puisqu'il y a 2 professeurs différents, l'art plastique, l'anglais qui est la LV1, donc la première langue que ma fille a choisie, le français, l'histoire-géographie, l'anglais, l'allemand qui est la deuxième langue de ma fille, et le latin. Ma fille aussi a également choisi d'apprendre le latin. Donc regardons par exemple le français. Regardons ce que le professeur pense de ma fille en français. Donc le français, ma fille a 14,49 de moyenne. Donc la moyenne de la classe est à 14,18. Regardons l'appréciation de la professeure. C'est encore un bon trimestre pour Elisea qui a un comportement exemplaire. Il faut poursuivre avec cette régularité. Donc voici ce que pense la professeure de ma fille Elisea. Maintenant, nous allons en bas de ce document, information importante, l'appréciation
global, ce que les professeurs vont penser de ma fille de manière générale. Donc, et nous avons aussi en plus une mention qui sont les félicitations. Donc là, si je prends ici ce qui est écrit, un trimestre très satisfaisant pour Elysia, dont le travail et l'attitude en cours demeurent exemplaires. Il faut poursuivre dans cette voie. Voici ce que pensent les professeurs du travail de ma fille. Ça, c'est un bulletin. Vous allez avoir, si vous avez des enfants et que vous habitez en France, un bulletin comme ça à chaque fois que le trimestre est terminé, donc 3 fois dans l'année. Ces bulletins sont très importants, surtout quand on est au lycée, voire même au collège et qu'on souhaite rentrer dans une certaine école, puisqu'ils vont permettre de voir le sérieux de l'élève. Est-ce que l'élève travaille, est régulier dans son travail et investi? Est-ce qu'il a un bon comportement en classe? Donc les bulletins permettent de traduire ça. Ensuite, par contre, si l'enfant a des difficultés, il est toujours possible de prendre un rendez-vous avec le professeur principal. C'est le professeur qui va suivre la classe dans toute sa scolarité. Au collège et au lycée, chaque classe a un professeur principal. Ça peut être le professeur d'histoire géo, de sport, le professeur de technologie, de philosophie. Donc en tout cas, un professeur, en plus de son enseignement, va suivre la classe toute l'année. Et il va pouvoir faire l'intermédiaire aussi avec les autres professeurs. Vous pouvez rencontrer ce professeur si votre enfant a des difficultés, si vous trouvez qu'il y a un problème. Par contre, si votre enfant a des difficultés dans une certaine matière, par exemple, imaginons les mathématiques, vous pouvez demander un rendez-vous avec le professeur de mathématiques pour en discuter et aussi pour trouver des solutions. Voici pour les bulletins et le travail de l'élève à l'école. Maintenant, l'élève passe un examen. Il passe, je vous avais dit, le baccalauréat à la fin de la terminale. Pour accéder à l'université, pour un étranger, il faut un diplôme de niveau B2. Il faut pouvoir justifier du niveau B2. Donc, ce qui signifie que le baccalauréat équivaut au niveau B2 en langue française. Je souhaite vous montrer maintenant la plaquette dont je vous avais parlé sur l'obligation de formation. Je vais vous la mettre dans la vidéo, capture d'écran. Je vais également essayer de vous mettre un lien dans le descriptif pour que vous puissiez répondre aux questions que je vous ai préparées. Regardez avec moi cette plaquette. Voici la plaquette, donc je vais prendre avec vous ce qui est écrit « À chacun sa solution ». Donc voici, vous avez entre 16 et 18 ans sans école, ni formation, ni emploi. Donc cette plaquette s'adresse aux enfants, aux élèves qui ont entre 16 et 18 ans, qui ne travaillent pas et qui ont arrêté l'école. Donc vous avez un recto verso que je vous mettrai dans la vidéo, mais également dans un lien pour que vous puissiez répondre à mes questions. Je vous écris tout de suite les questions au tableau. Je vous laisse noter les questions. Comme ça, vous pourrez revenir dessus pour y répondre dans les commentaires ou par mail en cherchant l'information sur le document. Donc, question 1. Quel est le nom du plan pour lutter contre le décrochage? 2. À quoi sert la plateforme ONICEP? 3. Quel est le rôle de la mission locale et du centre d'information et d'orientation? Et enfin 4. Ce qui compte est le résultat. Qu'est-ce que cela signifie? Voici vos 4 questions sur la plaquette que je viens de vous montrer. Enfin, pour terminer, pour vérifier que vous avez bien compris ce que je vous ai raconté sur le système scolaire français, je vais vous proposer un vrai-faux. Je vais écrire au tableau 6 phrases et vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. Vrai-faux. 1. L'école maternelle est obligatoire. 2. Le brevet des collèges est passé à l'entrée en 6e. 3. Les élèves commencent à apprendre une deuxième langue au lycée.
4. Le bac est nécessaire pour entrer à l'université. 5. Un enfant peut arrêter l'école à 16 ans. 6. Le CAP est un diplôme supérieur au bac. Je vous laisse répondre et m'envoyer vos réponses dans les commentaires ou par email. Je vous remercie d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il a été intéressant. Nous continuerons la prochaine fois sur l'enseignement supérieur, ce qui est possible de faire en France. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.